Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et le petit déjeuner de l'actu, ça continue. À vos appels 0826 300 300. Ce matin, nous sommes avec Pierre Jacquemin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Regard et vous êtes surtout co-auteur de l'ouvrage collectif Dessine-moi un pangolin aux éditions Au Diable Vauvert. Oui, et à travers votre livre, finalement, on a l'impression que c'est la recherche un peu de la gauche pour présenter un monde demain après cette crise donc sanitaire et qui a engendré aussi une crise économique. Oui, il y a un peu de ça. C'est vrai que comme nous tous, on a été confinés et donc on a eu du temps pour réfléchir. Et nous, à Regard, c'est vrai que dans des grands moments de crise, souvent, on essaie de s'entourer d'amis intellectuels, chercheurs, artistes, humoristes. Résolument à gauche, Ouais. regarde. Non, mais pour Résolument à Et là, gauche. c'est très engagé quand même. Et oui, c'est un ouvrage engagé parce que le pari qui est le nôtre, et c'est pour ça qu'on fait ce clin d'œil au pangolin, tout en faisant un clin d'œil à Saint-Exupéry et au fameux Dessine-moi un mouton, c'est qu'on a envie d'avoir une lecture positive, optimiste de ce qui doit se passer possiblement après cette crise, y compris en prenant des décisions maintenant. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré d'auteurs, en offrant une vision optimiste de la société telle qu'elle pourrait se dessiner à l'aune de la crise que l'on vit, sur la question économique, la question sociale, la question culturelle, la question de la science aussi, qui est au cœur des enjeux actuels. On le voit bien, aujourd'hui, on est dirigé, on est gouverné par la peur d'un gouvernement scientifique qui décide sur la base de décisions de médecins, et c'est bien normal. Mais nous, ce que l'on dit, c'est que la société de demain ne peut pas se dessiner qu'avec des scientifiques, elle doit se dessiner avec tout le monde, des experts, avec une aide-soignante qui fait aussi partie de ce livre, qui est aussi députée, mais qui est aussi avant tout aide-soignante, qui a repris du service pendant le confinement. Mais c'est aussi des sociologues, des philosophes, des humoristes, je le disais, parce qu'on a besoin de rire aussi. Et c'est vrai qu'on vit une période dramatique avec beaucoup de caractère anxiogène de la parole publique, qui est aussi peu crédible en ce moment. La parole scientifique a aussi été largement bafouée, je pense, par cette instrumentalisation de la voix politique. Et donc, du coup, voilà, ce livre, il a vocation à donner une note un peu d'optimisme, de dessiner un imaginaire pour demain, tout en essayant d'avoir des propositions concrètes aussi au sein du livre. Alors vous dites optimiste et pourtant vous dites une crise sanitaire nous impose une bifurcation radicale. C'est-à-dire que si c'est pas radical, pour le coup, on plonge. Moi, je crois que c'est aussi le constat des auteurs, c'est que l'immense majorité des politiques, 20, 30, 40 ans en arrière, ont toutes été conduites dans le même chemin, avec des degrés différents, avec ce qu'on a appelé le compromis européen, où on prend un peu de gauche, on prend un peu de droite, au final on mène des politiques centristes qui ne changent pas la vie des gens, des politiques molles. Et ça a conduit à quoi ? Ça a conduit à la fin de la social-démocratie partout en Europe, et ça a fait monter les extrêmes, et notamment l'extrême droite. Et que donc l'extrême gauche aussi. Pour partie, je vois pas l'échelle européenne de grands gouvernements, à part peut-être en Espagne ou au Portugal. Non, mais je parlais en France, quand même. En France, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, qui incarne la gauche radicale, ou une gauche de transformation sociale et écologique, effectivement, a fait un très bon score au présidentiel. Après, ça a été un peu moins le cas aux européennes et aux législatives et même aux municipales. Donc, il y a sans doute un créneau pour cette gauche aujourd'hui, mais le constat, c'est que effectivement, la gauche est quand même atone aujourd'hui. Elle n'existe plus parce que peut-être qu'il n'y a pas de projet, peut-être aussi qu'il y a des dissensions au sein de la gauche. C'est ça. Non, on a du mal à trouver des idées et un fil conducteur pour proposer une nouvelle société à gauche. On le voit très bien dans toutes les contributions dans votre livre. Vous avez raison, parce qu'à gauche, il y a des discussions et c'est plutôt positif. Il y a des débats, il y a des controverses, il y a des désaccords. Je pense à la question européenne, je pense à la question de la souveraineté, je pense aussi à la question écologique qui ne fait pas consensus. On le voit aujourd'hui avec les polémiques sur le sapin, sur le Tour de France. Il y a des débats et c'est positif et c'est très bien. La gauche n'arrivera pas à prendre le pouvoir ou à changer la vie des gens, à porter un projet radical, un projet de transformation sociale et écologique, pour le dire avec un propos plus enthousiaste et plus optimiste. Modéré, elle n'y arrivera pas si elle n'est pas rassemblée. Et c'est ce qui se discute et c'est ce que se joue en ce moment. Et c'est pour ça que la contribution de Regard avec l'ensemble de ces auteurs a vocation à faire se parler de l'ensemble des gauches, l'ensemble des sensibilités de gauche, mais aussi l'ensemble des traditions et des cultures. Je vous le disais, il y a des intellectuels, des artistes, des auteurs, des écrivains, des humoristes au sein de ce livre. Et c'est bien que cette gauche-là... Nicole Ferroni, voilà, c'est bien que toutes ces personnes se parlent si on veut à un moment donné avoir un gouvernement de rupture qui soit en rupture avec l'ensemble des gouvernements précédents. Oui, mais vous parlez beaucoup d'Europe et qui sommes-nous dans l'Europe ? Vous dites aussi, enfin l'un de vous dit, l'Europe a perdu son influence et son leadership. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? C'est vrai, on l'a vu avec cette crise, mais c'est pas vrai que pour l'Europe. On voit bien que l'Europe n'a pas été en capacité de répondre de manière coordonnée. On a même vu au début de la crise l'Italie seule s'est débrouillée avec cette affaire de Covid et qui était obligée d'aller demander et quémander des masques en Chine, alors que l'Allemagne avait un nombre de respirateurs suffisant qu'elle pouvait proposer à un moment donné où la crise n'était pas encore à son plus haut niveau en Allemagne. Tout ça a manqué de solidarité et c'est le problème de cette Europe. On a construit une Europe qui était totalement
post-solidaire. On le voit aujourd'hui avec la crise migratoire. On voit qu'aujourd'hui, on laisse des camps, le camp de réfugiés qui a été incendié le week-end dernier à Lesbos. Voilà, on laisse faire ça. Et aujourd'hui, l'Europe est totalement impuissante. Et on le voit avec la montée aussi des grandes puissances économiques. Même le terme de puissance, il faut l'interroger. On le dit dans le livre. Qu'est-ce qu'une puissance aujourd'hui? Est-ce que c'est une puissance militaire? Est-ce que c'est une puissance économique? Ou est-ce que c'est un État qui est en capacité de faire face à des crises sanitaires et donc de porter la santé des gens? Donc c'est ça aussi. Non, pas d'être une autarcie, je crois pas. Je pense qu'il faut plus de solidarité internationale, ça c'est une certitude, et c'est ce qui n'a pas été fait dans cette crise que l'on a traversée. Et puis en France aussi, vous disiez, il y a l'incapacité de l'Europe, mais il y a aussi l'incapacité de la France. On a vu que l'État français n'a pas su faire face. La société a tenu bon, c'est ce qu'on dit dans le livre, la société a tenu bon. On a vu les réseaux de solidarité au niveau très local, mais l'État n'a pas été en capacité de fournir les masques, de faire en sorte que le système sanitaire fonctionne. Ce sont les soignants, les aides-soignantes, les infirmières qui ont tenu bon. Pas les énarques ou pas les technocrates qui dirigent les hôpitaux ou encore moins ceux qui dirigent le gouvernement. Allez, on va poursuivre dans un instant parce que vous rendez hommage justement à toutes ces personnes, les aides-soignants, les infirmières, les femmes de ménage, bien sûr, les caissières. Oui. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef du magazine Regard, est notre invité jusqu'à 10h moins le quart. On va parler du souverainisme parce que là, on sent que la gauche est un petit peu perdue face à ça. La mondialisation, démondialisation également. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Oui, et c'est Patrick qui vous répondra directement. Il est 9h31. Et on revient sur l'après-Covid avec ce livre, Dessine-moi un pangolin aux éditions du Diable Vauvert. C'est un ouvrage collectif avec Pierre Jacquemin qui est avec nous ce matin, rédacteur en chef du magazine Regard. Vos appels 0826 300 300. Justement, Barbara de Carcassonne est avec nous. Bonjour Barbara. Bonjour Cécile, bonjour Patrick et bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vous remercie infiniment de me donner la parole sur ce sujet qui me paraît extrêmement sensible. Avec plaisir. Alors, si vous voulez, pour moi, le monde d'après, tout d'abord, je me demande qui a formulé ça, le monde d'après. J'ai le sentiment qu'on nous a jeté un os à ronger, véritablement, en nous mettant le mot après. Après, déjà, ça donne un espoir. Il va se passer quelque chose après la crise. Il y aura du mieux, forcément du mieux, puisqu'on nous dit qu'il y aura un monde après. Mais pour moi, les choses se gâtent quand même beaucoup parce qu'on nous occupe l'esprit avec cet après, alors que ce qui compte, c'est maintenant, le monde de maintenant. Il n'y aura pas d'après sans maintenant. Et là où les choses se gâtent encore plus, c'est que si on regarde le monde de maintenant, qui contient les germes du monde d'après, quels sont les germes qu'on voit en ce moment dans le monde de maintenant? On voit qu'on essaye de nous enlever notre mémoire, notre culture, notre identité, qu'on veut nous imposer un multiculturalisme qui n'a ni queue ni tête. Et que comme on n'a rien d'autre à nous proposer que ça, eh ben on va nous l'imposer. Et c'est pour ça que pour moi, le monde d'après, s'il continue à partir du monde d'aujourd'hui tel on nous commence à nous l'imposer de manière, je trouve, extrêmement désagréable et parfois douloureuse. Je pense que ceux qui ont pris des coups de LDB 40 en savent quelque chose. Je crois qu'on va droit vers une dictature parce qu'on veut nous imposer du vent. On nous enlève, je vous dis, notre culture, on déboulonne nos statuts, les femmes n'ont plus le droit de se mettre en jupe. On va vers un totalitarisme. Alors Barbara, c'est intéressant ce que vous dites. Pierre Jacquemin, donc, qui coordonne ce livre, Dessine-moi un pangolin, va vous répondre en tout cas sur sa vision. Restez avec nous parce que vous allez pouvoir éventuellement dialoguer. Pierre Jacquemin. Barbara a raison sur une partie du constat, et un constat que je partage. C'est vrai que penser le monde d'après quand on sait que là tout de suite maintenant il y a des millions de gens qui ont basculé dans la pauvreté, qui vont perdre leur emploi, des patrons de TPE ou de PME qui sont obligés de fermer parce que ils n'ont pas les reins suffisamment solides pour pouvoir maintenir leur activité. C'est vrai qu'il faut penser le monde de maintenant. Ce qui ne doit pas aussi empêcher de se dire que on vit une crise où on voit ressortir la question écologique, on voit ressortir la question sociale et la question démocratique dont vous avez parlé, qui est évidemment extrêmement importante. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut pas se contenter de se dire on va prendre des décisions à l'échelle gouvernementale sur le dos des expertises scientifiques. C'est pas possible, le gouvernement des experts. Vous êtes une experte, Barbara. Je suis un expert. Tout le monde autour de la table est un expert d'un domaine en particulier. Nous sommes des citoyens et nous avons vocation à décider. Les Gilets jaunes qui se mobilisent encore le week-end dernier ont des choses à dire, ont des choses à proposer. Il faut entendre aussi tous ces messages. Et c'est pour ça qu'on pense que le projet de demain s'écrit aujourd'hui. C'est vrai qu'il ne faut pas remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. La lutte, les germes, ce que dit Barbara, c'est les germes de demain sont là, quoi. Donc, oui, là
là où je suis aussi, c'est là où on doit intervenir, quoi. Là où je suis pour partie d'accord, c'est que se joue en ce moment aussi un certain nombre d'acquis qui étaient des acquis de l'histoire des Lumières. Je pense à nos libertés, et où on voit bien aujourd'hui que ce gouvernement des experts prend des décisions qui réduisent petit à petit nos libertés. Sans doute sont-elles nécessaires pour partie, le port du masque, encore que on se pose la question, quand on voit qu'en Espagne, le port du masque est obligatoire dans l'espace public depuis plusieurs mois, et c'est là où aujourd'hui il y a une recrudescence folle du Covid. En Allemagne, il n'est pas obligatoire dans l'espace public, et il y a des chiffres tout à fait significatifs, en tout cas qui montrent que ça ne prolifère pas. Donc tout ça se pose question, et vous avez raison de parler de la question de la démocratie. Après, sur la question du multiculturalisme, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je sais bien qu'aujourd'hui on a un débat très tendu sur autour de l'identité, notamment. Sur la question de l'identité, sur la question du vivre ensemble, même si j'aime pas le terme, mais c'est comment on vit dans un espace d'État, une nation, en respectant l'ensemble des sensibilités, l'ensemble des cultures, l'ensemble des cultes aussi. C'est aussi ça qui fait la force d'un pays. Et je posais la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce qui ferait demain la force, la puissance d'un État. Je crois que c'est plus le PIB qui va nous le dire, c'est plus la croissance qui va nous le dire, c'est la capacité à bien vivre dans un pays. Vous savez, c'est marrant parce que je dis... Oui, mais bien vivre dans un pays, ce qu'elle dit, Barbara, et qui rejoint quand même le sentiment de beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus rien d'acquis, de la sécurité, en fait, à la possibilité demain d'avoir un emploi. Il y a tout à reconstruire, mais le problème, c'est que Barbara l'a dit très bien. Hier, je lisais l'interview de François Bayrou dans le JDD, où le titre, c'était « Tout invite à penser le monde différemment ». Si on pense le monde différemment avec les recettes d'hier et avec les personnes d'hier, on ne va pas y arriver. En revanche, si on se force à se poser des bonnes questions, et c'est là où je trouve qu'il y a un procès injuste qui est fait aux écologistes, c'est qu'ils touchent des points qui peuvent paraître des points anecdotiques, le Tour de France, le sapin, le fameux sapin à Bordeaux que le maire ne veut pas pour Noël, ou même la question de la 5G, c'est qu'ils nous bousculent dans nos pratiques, ils nous bousculent dans notre vie quotidienne, et on ne peut pas dire à la fois il faut qu'on change de monde, il faut qu'on pense un monde post-capitaliste, parce que le capitalisme nous emmène vers une fin du monde proche, et en même temps on va continuer comme avant. C'est pas possible. Vous savez, je parlais des indicateurs, ça me semble extrêmement important. C'est bien que les questions soient sur la table. Il faut que les questions soient sur la table. Après, il faut un débat. Et d'ailleurs, les écologistes disent pas on va vous imposer. Ils disent on va faire une consultation. Il faut un débat public sur la 5G. Ils ont envie d'imposer quand même. Quoi. Le maire de Bordeaux qui a été critiqué, il a dit qu'il était pour une consultation des Bordelais sur l'histoire du sapin. J'entendais ce matin Yannick Jadot dire il faut pas arrêter la 5G, il faut un débat public autour de la 5G. Donc c'est pas des fameux ayatollahs comme on leur a reproché. Je finis juste là-dessus sur un point qui me paraît extrêmement important. Vous savez, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, on pense la puissance d'un pays à travers la puissance d'un PIB, la puissance de la croissance. Mais ça, il faut les changer, ces indicateurs. Et je prends un exemple. L'ancien maire de Bogota, il suggère que dans les indicateurs des pays, les indicateurs qui font la richesse culturelle, politique, économique, scientifique, tout ce qu'on veut, d'un pays se calcule à partir de nouveaux indicateurs qu'on sera en capacité de poser. Il propose un indicateur que je trouve assez fascinant, qu'on a tous vu, je pense, dans les villes, dans les centres urbains pendant la période du confinement, c'est le nombre d'enfants qui jouent dans l'espace public. Ça paraît absurde, mais c'est vrai que moi, à Paris, je vis à Paris, je vois pas d'enfants jouer dans l'espace public. Là, je les ai vus pendant la période du confinement. Et bien ça, c'est un indicateur qui doit être pris en compte. Non, mais Pierre Jacquemin, vous devriez aller vous balader de temps en temps dans d'autres endroits. Vous verriez qu'il y a quand même des enfants qui jouent dans les espaces publics. Vous avez déjà vu des enfants qui jouaient en dehors des parcs et en dehors des parcs. Dans les grands centres urbains, on commence à le voir. C'est vrai qu'on construit. Non, mais bien sûr. Et puis la maire de Paris a décidé de fermer des rues. Moi, je vois aujourd'hui des enfants jouer au foot dans des rues qui étaient autrefois. On devrait préserver des espaces pour ça. Ça, c'est vrai. Un autre appel, Cécile. On Nadir qui nous appelle de Lyon. Bonjour Nadir. Bonjour Nadir. On n'a pas Nadir. On devait avoir Nadir. On avait vu qu'il appelait, mais on n'a pas en ligne. C'est à dur accrocher. Oui, alors juste, Barbara avait peut-être un commentaire à faire. Elle est toujours avec nous, 0826 300 300 ou pas? Oui, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui m'a interpellée. Oui. C'est quand votre invité Pierre Jacquemin, Oui, et je vous prie de m'excuser, j'avais pas. Non, mais je vous en prie. Évoque la question du multiculturalisme. Moi, je n'ai rien contre le multiculturalisme, et je crois que beaucoup de Français n'ont rien contre lui. Le problème, c'est que nous n'avons pas une notion d'État et de patrie et d'identité suffisamment forte, excusez-moi, j'ai mal à la gorge, suffisamment forte pour intégrer et pour permettre qu'un multiculturalisme vive sereinement sur notre sol. Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez eu tous les peuples du monde qui se sont réunis et qui vivent sur le sol américain. Je ne vous parle pas de la crise actuelle. Mais tous ces gens, avant de dire « je suis noir, je suis polonais, je suis chinois »,
ils se disent américains. Moi, le jour où un petit Algérien, un petit Malien, un petit ce que vous voudrez dira je suis français avant d'être algérien, je vous garantis qu'on va tous être heureux, tous ensemble. Je pense que Pierre Jacquemin, vous allez répondre. Je pense qu'il y en a eu, il y en a encore, mais il y en a d'autres qui remettent ça en cause, quoi. Pierre Jacquemin. Oui, exactement. Oui, j'ai pas le sentiment que d'abord. Il faut s'interroger aussi sur la manière dont nous, l'État, la société française organise l'intégration des personnes dont vous parlez. Après, un Algérien, je pense qu'il n'aura aucune difficulté. Et s'il est algérien, il doit dire qu'il est algérien. S'il est français, il dit qu'il est français. Je ne vois pas très bien le. Mais il y en a qui. On sait dans les 3e, 4e générations, aujourd'hui, ils rejettent un peu. Aujourd'hui, je l'ai dit, je suis un Parisien convaincu et je vis à Paris, mais j'ai mes racines limousines qui me font dire à chaque instant que je suis de Limoges, je suis limousin. Donc ça ne m'empêche pas de dire qu'aujourd'hui, je vais à Paris tout en étant un Limousin convaincu et donc on est tous le fruit de racines et donc on doit porter, et ça me paraît pas illogique que les gens se revendiquent de certaines racines, de certaines cultures. La question, c'est la question de la manière dont l'État français, la société française n'intègre pas aujourd'hui. On voit bien aujourd'hui toutes les discriminations qui sont faites à l'embauche, les discriminations qui sont faites par la police, les violences policières, les violences aussi d'État, qui sont des violences qui sont liées à notre code civil, qui sont liées à notre fonction publique, qui n'intègrent pas aussi. On voit bien aujourd'hui que aujourd'hui dans les quartiers populaires se concentre une partie des gens qui sont dans la misère et la précarité. Barbara, vous n'êtes pas d'accord? Ah non, vraiment pas, parce que moi je suis vraiment le citoyen lambda. Je vais dans les hôpitaux, je vais dans les administrations, je vais à la CAF, je vais partout. Je vois partout des gens d'origine visiblement qui ont des racines étrangères et qui travaillent dans la fonction publique. Donc l'intégration, on a ouvert les portes. Moi je me souviens à l'école, il y avait de jeunes d'origine algérienne, marocaine, etc., qui étaient extrêmement modernes, on ne leur aurait jamais fait porter un voile, qui étaient des filles parfaitement intégrées. Et je ne veux pas entendre, parce que ça sous-entendrait que nous, les Français, on est racistes. Or, nous ne sommes pas racistes. Barbara, vous vous rendez bien compte, par exemple, la polémique de ce week-end où il y a une journaliste qui, à travers un tweet, décide qu'une jeune femme Judith Vintraube du Figaro, qui décide qu'une jeune femme qui porte le voile, dont on fait la promotion sur une chaîne de télévision parce qu'elle a un site qui fait l'éloge, ou en tout cas qui fait des propositions de recettes pour des jeunes étudiants sans argent, qui est confondue à une terroriste parce que c'est le jour du 11 septembre et donc c'est hélas la commémoration des attentats aux États-Unis. Vous voyez bien qu'il y a une assimilation à un visage qui est le visage d'une femme voilée au terrorisme. Et aujourd'hui, on voit bien que dès qu'on parle d'islam, on parle de terroriste, on parle d'islam politique, on parle de tout ça. Tout est confondu dans la société. On n'a pas un débat apaisé et il y a une espèce de discrimination permanente, un racisme latent quand même, qui est fait à l'égard de toutes ces personnes. Je note par ailleurs que l'ensemble de la classe politique, notamment de droite et d'extrême droite, a soutenu Judith Vintraube sans jamais avoir eu un mot pour cette jeune femme qui n'a rien demandé à personne, qui mène une activité qui cartonne en plus, et qui fait des recettes pas chères pour les étudiants. Elle propose des recettes pas chères pour les étudiants, qui est aujourd'hui des menaces de mort, et donc personne ne se soucie. Le ministre de l'Intérieur a défendu Judith Vintraube, personne ne se soucie de cette jeune fille qui a 21 ans, qui vit dans son logement de trou du Crous. La ministre l'a soutenue, et puis il y a des personnalités quand même. Une ministre. Elle est menacée de mort, elle aussi. Barbara, oui, c'est vrai. Et elle a 21 ans. Barbara, oui. Alors, moi, si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans ce chapitre-là, parce que, comme je vous dis, moi, je vis dans la cité, au ras des pâquerettes. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes d'origines étrangères qui vivent parfaitement intégrées. Une raison toute simple, j'ai un pied dans l'immobilier. Énormément d'appartements sont loués à des gens d'origine étrangère. Et je ne dis pas des gens de nationalité française. Si on était si raciste que ça, on ne louerait pas à des gens étrangers. Or, vous n'avez pas beaucoup de gens étrangers. On ne peut pas nier, Barbara, que des personnes dites racisées, ou des personnes racisées, pas besoin de dire dites d'ailleurs, qui portent une origine quelconque à travers leur visage, ont beaucoup plus de mal à trouver un emploi, à trouver un logement, ou à trouver... Oui, c'est la réalité. On voit bien aujourd'hui que... Allez dans les villages et regardez le taux de chômage dans les villages. Mais il existe aussi, vous avez raison. Le taux de chômage existe aussi dans les villages, vous avez raison, c'est ce qu'on fait émerger les gilets jaunes. Il n'y a pas que la misère dans les quartiers populaires, il y a aussi une misère dans les villages, vous avez raison. Oui, et ce sont des Français de souche. Je ne sais pas ce que c'est un Français de souche, Barbara. Écoutez, moi je ne suis pas française de souche et personne n'est français de souche. Dans ce cas, on a tous des origines de 3e, 4e, 5e génération. Quand on a déjà 500, 600 ans, 1000 ans derrière soi à peu près,
on peut se dire un petit peu français de souche. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tout le monde, les Algériens qui, eux, ont un pays qui existe depuis 60 ans, se disent Algériens purs et durs, et nous, on a une histoire qui date depuis 1500 ans, on n'a pas le droit de se dire français. Barbara, vous reconnaissez quand même que la France a possiblement une dette aussi vis-à-vis des Algériens qui vivent aussi aujourd'hui en France, dont on ignore, ou en tout cas on ne veut pas faire l'histoire de la colonisation, de la domination française sur l'ensemble de ces colonies, et aujourd'hui le fait qu'on n'arrive pas à accueillir, à bien accueillir, ou en tout cas à intégrer ceux qui sont issus de ces colonies, il n'y a pas un problème aussi de reconnaissance de l'État vis-à-vis des dettes que l'on doit à l'égard de ces populations ? Ah non, absolument pas. Parce que tout le monde en France, et c'est là où je voudrais défendre la République française, c'est que tout le monde en France est égal devant les allocations, devant l'éducation. D'ailleurs, il suffit de voir le nombre de jeunes qui sont inscrits dans les facs avec des noms à consonance étrangère. Il faut voir le nombre de gens qui perçoivent des allocations. La France a fait son devoir. Aller dans les hôpitaux, malheureusement, j'y suis souvent, et je peux vous dire que quand je vois le nombre de gens qui sont soignés à titre gracieux, je me dis qu'on ne doit rien à personne. Avec des frais de scolarité pour les étudiants étrangers qui ont augmenté de plus de 2000%, je crois. Enfin, vous voyez bien qu'il y a un sujet quand même de l'État français sur la manière dont on traite les étrangers. Je suis désolée, mais quand on dit les étudiants étrangers, c'est tous les étudiants. Et je ne vois pas pourquoi en France, il y a encore des jeunes, je suis désolée, vous n'aimez pas l'expression français de souche, mais des jeunes qui sont là, oui, mais dont les parents ont peut-être leur nom sur les monuments aux morts des 2 guerres mondiales. Je ne vois pas pourquoi ces jeunes ne seraient pas prioritaire pour recevoir des bourses, pour aller à la fac, et que des gens qui viennent, parce que là encore, monsieur, je connais aussi le cursus universitaire, je peux vous dire qu'il y a des gens qui viennent en France qui ont des bourses et qui n'étudient pas, ou qui sous-louent leurs appartements du Crous. Barbara, merci de votre appel. Et on vous a laissé en fait dialoguer parce que c'était un très bon, très bon dialogue évidemment. Au-delà donc du monde d'après, vous avez dit il faut insister sur le monde de maintenant parce qu'il contient les germes du monde de demain. Merci Barbara de votre appel. Un mot Pierre Jacquemin parce qu'on l'a pas évoqué du coup du souverainisme qui fait son grand retour en force avec la crise justement du Covid, la dépendance aussi à la mondialisation. Dans votre livre de sensibilité, je le rappelle de gauche. On se pose la question, c'est-à-dire que on se dit oui, il faut pas remettre en cause tout ce qui a été fait à travers la mondialisation et le souverainisme. Attention, il peut y avoir danger. Il y a un débat. Ça, c'est Roger Martelly. C'est Roger Martelly, l'historien, oui. Il y a un débat à gauche effectivement sur la question de la souveraineté. On voit bien aujourd'hui qu'il y a toujours cette opposition traditionnelle droite-gauche, mais on sent monter aussi aujourd'hui une opposition entre mondialistes, en tout cas ceux qui prônent une mondialisation effrénée, et les souverainistes. Et je pense que le débat est mal posé. Évidemment, la question de la souveraineté doit se poser de manière locale. C'est la question de la démocratie finalement. Quand on voit la gauche qui parle de souveraineté, c'est la question de la démocratie. De quoi on parle et de quoi on décide à quelle échelle. Mais on ne peut pas en même temps avoir eu une crise comme on vient de la vivre, une crise sanitaire, et penser le monde au niveau micro-local, penser le monde à l'échelle des souverainetés. Mais vous dites bien déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner à d'autres est une folie. Je pense que les questions alimentaires, les questions de production, les questions de donc il y a des questions qui sont du ressort de la souveraineté. Mais je pense qu'il y a plusieurs échelles de la souveraineté, oui. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, compte tenu des enjeux qui sont les enjeux mondiaux de santé, de numérique, d'écologie, de climat, on voit bien aujourd'hui les vagues. On ne peut pas fermer les portes, quoi. Non, on ne peut pas fermer les portes. On ne peut pas fermer les portes pour tout. Même avec la Chine. Mais même avec tout le monde. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on doit discuter avec tout le monde, on doit être solidaire. Enfin, plus qu'une souveraineté, il faut penser les solidarités à l'échelle internationale. C'est ça qui doit être posé aujourd'hui au cœur des enjeux. Mais est-ce qu'on peut dépendre autant de la Chine ? Non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que cette crise nous a fait la démonstration qu'il y avait un enjeu de relocalisation, de réindustrialisation d'une partie de nos activités et que c'est important, mais c'est pas à l'échelle de la France. Pensez la question sanitaire ou la question de nos technologies de demain, c'est pas la France seule qui peut le décider. Sans doute, c'est l'échelle européenne qui peut décider de tout ça, être une grande puissance, j'en parlais tout à l'heure, mais une grande puissance du ferroviaire. Pourquoi on ne va pas le raisonner à l'échelle française ? Il faut bien qu'on le décide avec l'ensemble des partenaires européens, cette construction. Oui, mais alors là, vous allez rejoindre le système capitaliste que vous dénoncez, parce que par exemple, si on est à l'échelle européenne, c'est-à-dire qu'on a supprimé beaucoup d'emplois en France pour les localiser, par exemple, en Roumanie. Vous avez raison, mais ça ne peut se faire que s'il y a une harmonisation aussi de la condition de la fiscalité, s'il y a une harmonisation aussi des salaires à l'échelle européenne. Il faut des services publics européens
Sur la question de l'eau, il y a un enjeu majeur. Ça ne peut pas être décidé qu'en France. Sur la question des transports, encore une fois, ça ne peut pas être décidé qu'en France. Encore une fois, on vient de vivre une tragédie mondiale. On ne peut pas raisonner à l'échelle micro-locale. Merci. Décile-moi un pangolin. Donc Pierre Jacquemin qui coordonne ce livre, rédacteur en chef de Regard. Merci. Dans un instant. Eh ben, dans un instant, c'est Muriel Hermine qui sera avec nous pour cette émission Écoutons-nous. Écoutons-nous. Voilà. Tout ce que l'on a dit tout à l'heure, justement, sur les défis notamment très très personnels, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle et intime. C'est chaque soir avec Muriel Hermine entre 21h et 22h30, cette nouvelle émission sur Sud Radio. Écoutons-nous. Elle sera avec nous dans un instant. Ne bougez pas, 9h51.